En tant qu'ultra, on aime son groupe, son club, mais aussi sa ville. On n'est pas objectif, notre ville c'est la nôtre, on la représente aux 4 coins de France. On la met en avant sur des tifos, sur du matos. En discutant avec des Lorientais, et notamment des membres du groupe, je me rends compte que beaucoup ne connaissent que les grandes lignes de l'histoire de la ville. Pas grand monde ne sait qu'il y avait des remparts ou qu'on avait un tramway au début du XXe siècle. Certains Lorientais pensent même que ce sont les Allemands qui ont détruit la ville. On avait déjà fait une scénographie animée sur la Compagnie des Indes en tribune, mais cette fois, on veut aller plus loin. On veut raconter l'histoire de Lorient, aux Lorientais, au stade, pour qu'ils soient encore plus fiers de leur ville. Et surtout, on veut rendre notre scénographie encore plus immersive, avec une bande-son qui passe dans la sono du stade. En plus de l'effet visuel d'un tifo, on y ajoute un effet auditif, avec une bande-son qui envoie, une musique entraînante et une voix off par-dessus, afin de raconter l'histoire de notre ville. On veut être maître du son et de l'atmosphère dans le stade pour dévoiler nos animations, tester une nouvelle chose, une nouvelle ambiance, autant visuelle que sonore. Et comme dans le groupe on en fait toujours plus malgré le boulot monstre qui nous attend, on a l'idée de l'illustrer avec une bande vidéo, afin de montrer les photos et vidéos d'archives, souvent méconnues des Lorientais. La guerre a tout détruit ici. Il y avait une ville magnifique que plus grand monde n'a connue. Une ville sous nos pas qui n'existe presque plus que dans les photos et les livres. On ne peut pas comprendre Lorient maintenant sans connaître son histoire qui est riche en rebondissements. Lorient, c'est une ville jeune, mais qui a déjà vécu 3 vies. Alors on choisit de raconter ça sur 3 matchs. On va donc raconter Lorient avant la guerre, Lorient pendant la guerre et Lorient après la guerre. Lors de la dernière assemblée générale, pour éviter certains loupés, le bureau décide de ne plus se prendre trop à l'arrache sur certaines animes et de cadrer un peu plus notre organisation pour la saison à venir. Cet été, lorsque le calendrier est sorti, je prends le lead avec l'équipe Tifo pour projeter les grandes idées qu'on avait en tête sur les différents matchs qu'on avait ciblés. En l'occurrence, le projet de raconter Lorient en 3 temps est déjà dans nos têtes depuis plusieurs années. Donc quand on découvre le calendrier et ces 3 affiches à suivre, on saute sur l'occasion. C'est vraiment le bon moment, notamment avec les 2 derbys. En juillet, on commence à construire les grandes lignes du projet et l'ambition qu'on y mettait derrière. La construction de chaque scénographie, qui comprend chacune 2 animations à la suite, la construction des bandes-sons, l'écriture des textes et leur enregistrement, les prises de rush vidéo, le montage, l'organisation de l'expo, bref. Il y a un travail titanesque et si on n'est pas un minimum rigoureux, on est mort. On se fait donc une orga hyper carrée avec des réunions très régulières en comité restreint pour se faire un suivi de chaque gros poste afin de tenir les timings, faire les tests en amont au stade et valider certains points avec le club. Sur la partie graphisme, on tombe assez rapidement d'accord sur ce qu'on veut faire, montrer l'évolution de la ville, la richesse architecturale avec laquelle elle s'est développée, le chaos créé par les bombardements alliés et enfin le renouveau de la ville depuis sa reconstruction avec une architecture moderne qui participe à l'identité actuelle de notre ville. L'écriture des textes se fait à 2 avec un autre membre du groupe, Bichente. On est tellement passionnés tous les 2 par l'histoire de la ville que résumer 358 ans en quelques lignes, c'est pas un exercice facile, car on a envie de tout raconter dans les moindres détails. On a fait un gros travail de recherche dans le bouquin. J'ai une centaine de livres sur la ville, donc la matière, on l'avait. Il fallait juste faire le tri là-dedans. On a tout d'abord listé les événements importants. Ensuite, quand les bandes-sons seront faites, on ajustera en fonction du rythme de la musique. La musique est un élément central de notre projet. Très vite, Dürch nous propose un groupe, Two Step From Hell. Ouais, on n'arrive pas à le prononcer, mais on adhère immédiatement aux mélodies épiques des compositeurs Thomas Mergensen et Nick Phoenix, qui peuvent aussi bien illustrer de belles épopées que des moments sombres. On se réunit une première fois pour sélectionner les morceaux qui nous serviront de support pour chacune des 3 bandes-sons. L'objectif est de trouver des musiques cohérentes avec les périodes que nous allons raconter, mais qui puissent également se mixer facilement entre elles. Dürch ayant passé des heures à penser l'intégralité de la discographie du groupe américain, le choix est plutôt rapide. Une fois les musiques téléchargées, je passe au mixage via mon contrôleur. Pour la première et la 3e bande-son, les transitions se trouvent aisément, tant les morceaux sont faits pour aller ensemble. Elles sont plus complexes pour la bande-son 2, car on souhaite tout d'abord démarrer par une musique calme, avant de faire monter la tension et de terminer sur l'évocation du chaos qu'a connu Lorient pendant les bombardements. Quand les 3 bandes-sons sont mixées, le travail d'écriture peut commencer. Bon ça y est, Lucas nous a mixé la bande son 1.
On va maintenant structurer notre texte. On va le poser sur la musique et caler le nombre de mots pour que ça tombe bien par rapport à la musique et aux différents changements de rythme. Un gros boulot franchement. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire, c'est frustrant. Mais l'idée c'est de faire court, donc on supprime plein de moments. On répète la chose avec les bandes son 2 et 3. La dernière est écrite sur le fil rouge par rapport au timing qu'on s'est donné. Et Renardo nous fait une suggestion pour le final de la 3 qui nous emballe direct. La force de bosser à plusieurs. L'écriture du texte 1 achevé vient alors une grande étape. Le premier enregistrement. Rendez-vous est pris à l'hydrophone avec Durch. On réserve le studio MAO pour 1 heure, afin d'enregistrer la quinzaine de phrases du premier texte. On se dit qu'on est large, grossière erreur. On ne connaît absolument rien au matériel, ni au logiciel. Résultat, on passe l'heure à tâtonner et on sort de là sans la moindre phrase enregistrée. On rentre chez nous avec le même mood qu'un retour de DEP où t'as pris 3-0 à 10 heures de chez toi. On active alors le plan B. Joachim, un pote calé en prise son, débarque quelques jours sur Lorient, accompagné de son micro et de sa carte son. La deuxième tentative a lieu dans mon appart. On essaye de recréer une acoustique proche de celle du studio, avec une grosse couette derrière la porte et une chaussette sous le micro, tel de jeunes rappeurs à leur début. L'essai est concluant, on a nos 15 phrases. Place à la partie finale de la bande son 1, le mixage des voix et des musiques. L'idée est de baisser légèrement la musique à chaque intervention de la voix off. Là encore, je pars de zéro. Je me lance sur Audacity et place une dizaine de points de repère sous chaque phrase afin de dessiner une jolie courbe visant à baisser le volume de la musique. La tâche est extrêmement chronophage et le rendu est moyen. On s'en aperçoit vite lors du premier essai au stade. La voix est légèrement saturée et les transitions voix-musique sont un peu raides. Début janvier, Durch et moi retournons à l'hydrophone. Joachim vit sur Paris, il faut qu'on apprenne à se débrouiller par nous-mêmes. On réserve cette fois un créneau bien plus conséquent et on découvre un nouveau logiciel plus simple d'utilisation, Ableton Live 11. En 2 sessions de 3 heures, les textes 2 et 3 sont enregistrés. Place au mixage voix-musique. En discutant avec l'un des responsables de l'hydrophone, je découvre une méthode ultra efficace pour y parvenir de façon fluide, la compression sidechain. C'est exactement ce qu'utilisent les animateurs radio pour parler en même temps que la musique. Pendant 5 semaines, je passe tous mes mercredis après-midi dans le studio MAO. J'alterne entre découverte du sidechain, travail de la voix de Durch pour la rendre plus grave et reprise de certaines phrases. Ouais, car on a beau avoir entendu chaque texte des dizaines et des dizaines de fois, on découvre toujours un mot mal prononcé ou une formulation à revoir. Début février, les 3 bandes-sons sont entièrement terminées. Elles correspondent exactement à ce qu'on avait imaginé. Le montage des vidéos peut commencer. Côté vidéo montage, on a du pain sur la planche. On débute les sessions vidéo de notre belle cité au mois d'octobre, une première assez longue, à pied en se déplaçant aux 4 coins de Lorient, du port de commerce à la place Alsace-Lorraine en passant par le Péristyle et la tour de la Découverte. Une autre à la Villa Margaret pour l'introduction de la vidéo 1, ainsi qu'au musée du sous-marin et à la base de Quai-Roman. Par la suite, nous faisons 2-3 sessions pour compléter la galerie de Rush. La trame du projet est connue, les bandes son prennent forme et ça tombe bien car celles-ci nous sont d'une grande utilité pour bien positionner les éléments au bon endroit lors du montage des 3 vidéos. Un gros travail de recherche est entamé de notre côté. Livres, sites et vidéos d'archives, tout y passe. Nous reluquons tout pour avoir un maximum de matière. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ces recherches varient en fonction de la période. Par exemple, comme nous n'avons aucune vidéo d'avant-guerre, nous devons nous adapter avec des photos d'archives uniquement. Pour les 2 autres, c'est plus facile car nous avons beaucoup plus de matière. S'ensuivent des sessions montage avec Durch sur Lorient pour avancer plus vite sur le montage et le placement des rushs, en utilisant les idées et les visions de chacun. Pour les autres vidéos, une bonne répartition des tâches est faite, puisque Durch monte la 2 et moi la 3. De nombreuses heures à bosser dessus, toujours guidé par les critiques et conseils des camarades du projet. Un réel plus d'avoir des gens perfectionnistes à ses côtés pour s'améliorer et toujours vouloir faire mieux. Sur la partie graphisme, on tombe assez rapidement d'accord sur ce qu'on veut faire, montrer l'évolution de la ville, la richesse architecturale avec laquelle elle s'est développée, le chaos créé par les bombardements alliés, et enfin le renouveau de la ville
depuis sa reconstruction, avec une architecture moderne qui participe à l'identité actuelle de notre ville. Mais l'idée, c'est également de mettre en lumière le fait que des traces de la ville historique ont subsisté, et donc à partir de là, afin de gagner en lisibilité et construire un fil rouge, on décide de mettre en avant au centre de la voile ce qui fait notre identité, l'ouverture de la ville sur la mer et les quais du port de plaisance qui permet derrière de créer de belles perspectives. Au centre de ce fil rouge, on appose pour chaque époque des éléments marqueurs de notre ville. Bien sûr, le soleil d'Orient pour symboliser l'avènement de notre ville, un sous-marin pour rappeler l'époque sombre de la Seconde Guerre mondiale, et enfin un trimaran qui symbolise le renouveau et le dynamisme de notre ville. À partir de cette base, on fait une liste des bâtiments qui nous semblent marqueurs de ces deux époques, avant et après-guerre, avec sur les extrémités, deux de ceux qui ont connu toutes les époques, l'hôtel Gabriel à gauche et la chambre de commerce à droite. Et une fois que le plan est validé, il n'y a plus qu'à tout dessiner. Burch, qui a sûrement les plus grandes archives de la ville, me fournit en photos d'époque, avant et après les bombardements, ce qui me permet de redessiner sur ordinateur les bâtiments le plus fidèlement possible, notamment dans leur véritable état après la guerre. Pour le dernier match, c'était bien sûr beaucoup plus simple pour la reproduction graphique. Je veux des éléments marqueurs de l'architecture de la ville, l'église Notre-Dame, les échasses, le péristyle et les halles de Merville. Et Dieu sait que j'ai dû batailler pour les convaincre de reproduire la fresque des halles, que j'ai toujours trouvé incroyable. Un autre objectif est de faire écho aux deux premiers visuels en remplaçant par exemple au même endroit l'ancien théâtre par l'actuel, et pareil pour l'église Saint-Louis. Il a fallu se battre avec certains de l'équipe Tifo pour valider certaines maquettes de bâtiments, car j'ai parfois tendance à abuser des détails, mais il fallait pas me laisser le crayon les gars. Début janvier, les maquettes sont bouclées, le traçage peut démarrer dans la foulée. On attaque la réalisation des scénographies mi-janvier et on a un boulot pharaonique qui nous attend. L'idée est, d'abord, de réaliser une voile de 80 mètres par 24 en assemblant des bandes de plastique sur une grande bâche agricole noire. Comme d'hab, la première étape pour moi est de préparer le taf en amont pour que les gars au traçage et à l'assemblage ne galèrent pas. Il faut déterminer la méthode pour le traçage, s'assurer qu'on a les stocks de plastique nécessaires, le matos pour assembler. Vu le nombre de couleurs et de détails, il va falloir mettre en place une organisation carrée et faire en sorte de suivre une même méthode pour ne pas passer une semaine à assembler le tifo. Le timing est serré car on n'est pas 10 000. On galère pour s'organiser au départ. Les gens du groupe n'ont pas tous conscience de l'investissement que ça va demander. Il faut y passer du temps. Finalement, une équipe de traceurs se forme. Sans eux, pas de voile. On projette alors la maquette sur un mur et on décalque sur des bandes de plastique de 3 mètres. On a aussi les premières galères, les erreurs de traçage, la coordination entre les responsables, la multiplication des couleurs sur des zones très petites avec des détails de 5 cm. En parallèle, la vie du groupe continue et on doit aussi faire face aux imprévus. La retraite de Le Goff est annoncée, donc obligation de sortir quelque chose à la hauteur du joueur que c'était. Une voile sur le bloc sortie en 2-3 jours. Peu importe que l'on soit pris par ce projet de dingue, c'était important pour nous de lui rendre hommage. L'assemblage commence ensuite. Certains passeront pour 2 heures, d'autres pour toute la nuit. Le bateau est ce qui demande le plus de précision. On met alors des gens expérimentés dessus et ils se font des nœuds au cerveau. La soirée passe et ça charbonne beaucoup. Tout le monde bosse efficacement avec son binôme. Un qui coupe, un qui scotche. Jusqu'à minuit, tout va bien. C'est après que ça se complique. La fatigue arrive, les gens commencent à bouger et on bosse les dernières heures dessus. Après quelques erreurs de découpage, on plie la voile au petit matin. Dernière étape, la mise en place et le déploiement. La mise en place se fait le matin au stade. L'avantage de jouer un samedi à 17 h, c'est qu'il pourra y avoir du monde et qu'on aura le temps de tout faire proprement. En plus de mettre en place la voile, il faut installer les feuilles pour le tifo. La pluie et le vent empêchent de bien scotcher sur les sièges. Résultat, tout s'envole. Grosse perte de temps. Il y a aussi l'expo photo à gérer, une première pour nous. Tout est pris in extremis. On décide d'habiller notre coursive avec des photos d'avant-garde de la ville. Grosse recherche dans les archives, dans les bouquins pour collecter environ 200 photos. Pour le premier match, chacun des 7 poteaux sera recouvert de bâtiments ou de rues. On fait imprimer une carte de la ville avant-guerre qu'on personnalise pour que les gens se repèrent.
En 1666, Louis XIV confie à Colbert la création de la Compagnie des Indes orientales. Dans la rade de la citadelle de Port-Louis, un chantier naval voit le jour. On y construit le premier vaisseau de la compagnie, le Soleil d'Orient. Les ouvriers affluent de toute la région, se donnant rendez-vous sur le chantier qu'ils surnomment par contraction l'Orient. Pour les loger, un bourg émerge autour du chantier. Des marchands de toute l'Europe viennent acquérir les objets précieux et autres richesses en provenance des Indes. Du thé, des épices, des soieries, des lacs et des porcelaines. L'Orient attire et connaît l'opulence. En moins de 100 ans, ce qui n'était qu'une lande devient une ville de 20 000 habitants. La ville arbore sa devise, Ab Oriente refulget, de l'Orient jaillit la lumière. La ville attisant la convoitise. En 1746, les Anglais débarquent sur la côte, assiégeant la ville. Les Lorientais font preuve d'une féroce résistance, défendant fièrement leur cité. Face à la menace, l'Orient se fortifie en érigeant des remparts autour de la ville. Au XIXe siècle, l'Orient débute une seconde vie. La marine récupère les infrastructures laissées libres par la fin de la Compagnie des Indes et y fait construire des navires de guerre à vapeur, inédits à l'époque. L'Orient devient une ville magnifique et très avant-gardiste pour l'époque, ce qui attisait la jalousie des villes voisines. Le théâtre, la salle des fêtes, le tramway, les statues et les promenades faisaient la fierté des Lorientais. Au fil des années, l'Orient se développe. Au sud avec la nouvelle ville. Au nord, le village de Quai-Rentrée est rattaché et les beaux quartiers se créent à Merville. Le port de pêche s'installe à Quai-Romont et le port de commerce à Kergoise, libérant le bassin à flot devenu trop petit. En moins de 3 siècles, l'Orient devient, et de loin, la plus grande ville du Morbihan. Le déploiement se rapproche, les postes sont attribués. Chaque personne dans la coordination du tifo est équipée d'un toki. La voile descend, le rendu est bon, mais elle n'est malheureusement pas assez tendue et avec le vent, on voit pas mal de plis. Deuxième temps de l'animation, lorsque la voile est lâchée, des feuilles seront levées. Un gros 1666 sur la tribune en feuilles dorées, date symbolisant l'acte de naissance de l'Orient. La vidéo se termine et on retourne en tribune ensuite pour encourager notre équipe. Lors du débrief, plusieurs approximations sont soulignées. Que ce soit concernant l'orga de la mise en place, le fait que la voile ne soit pas assez tendue, que la tribune haute ne se soit pas levée au déploiement de la voile, ou la bâche au balcon qui est un peu décalée par rapport aux feuilles installées, on a de quoi échanger.
Si l'on est relativement content du résultat, on n'a pas eu l'effet waouh escompté. Ce projet est fou, et tout doit être parfait. On retourne au charbon pour préparer la deuxième animation qui s'annonce encore plus complexe. Cette fois, nous n'avons pas une, mais 2 voiles à assembler. La première, qu'on a appelée voile 1 bis, est une reprise de celle sortie contre Nantes, à la seule différence que le soleil d'Orient s'éloigne et que des avions approchent. La guerre est aux portes de la ville. La seconde voile illustre quant à elle l'Orient sous les bombardements. On termine le traçage et on mobilise les membres pour l'assemblage qui s'annonce costaud. On commence par descotcher le grand bateau de la voile 1 bis, puis on attaque l'assemblage de la voile 2. C'est la plus compliquée à réaliser. Entre les détails, les différentes teintes d'une même couleur et les flammes, il y a de quoi faire. Après 3 jours de boulot, la mobilisation n'est pas suffisante et on ne parvient pas à terminer. Gros revers, car on perd du temps sur la suite et ça a un effet décourageant, mais on lâche rien. Il faut alors changer notre com pour bouger tout le monde. Un communiqué interne est diffusé pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de ce projet et on relance 2 journées d'assemblage après lesquelles il faudra finir coûte que coûte. La semaine suivante, c'est reparti. Il reste les 2 tiers de la voile à réaliser. Le travail s'étend jusqu'à tard dans la nuit, mais on y est arrivé. Les 2 voiles sont pliées. C'est l'heure de la mise en place. Il y a une nouvelle expo à préparer et 2 voiles à installer. Plus de gens sont postés à des endroits stratégiques, entrée de la tribune, sur les côtés de la voile, à sa réception en tribune basse, etc. On prend le temps de bien installer et tendre les voiles. Fin de mise en place, dernier brief collectif, tout semble ok. Second match, on fait différemment. On rajoute des grilles en coursive. Ça nous permet d'y mettre plus de photos et surtout des textes pour approfondir certains points qu'on raconte dans la bande-son. Le rendu est top, les Lorientais s'y intéressent. Au début du XXe siècle, l'Orient est reconnu pour son dynamisme, la bonne santé économique de son port de pêche et surtout une marine militaire à la pointe de la technologie. En 1939, la guerre éclate en Europe. En mai 1940, quand les Allemands envahissent la Belgique, les Lorientais ne s'alarment pas, le conflit étant loin de la côte atlantique. Très vite, le ton va changer. À peine 1 mois et demi plus tard, les Allemands sont déjà en Bretagne. Un vent de panique souffle sur la ville. Ordre est donné à tous les bateaux chargés de caisses d'or et de billets provenant de toutes parts de quitter les ports. Les Allemands n'auront aucun navire de guerre, même ceux en réparation. Les marins sabotent le port et brûlent l'énorme cuve de mazout. Pour l'honneur, l'Orient est défendu aux 5 chemins de Guidel qui verra 6 soldats périr. L'amiral Dönitz, chef des sous-mariniers allemands, débarque à l'Orient et est impressionné par la qualité de l'arsenal et le potentiel défensif de la rade. Il décide d'établir son QG à Kernevel et d'y construire la plus grande base sous-marine du Troisième Reich à Kéroman. La construction entreprise est titanesque. Près d'1 million de mètres cubes de béton sont coulés pour édifier cette forteresse. 15 000 personnes y travaillent et en seulement 7 mois, les blocs Kéroman 1 et 2 sont achevés. Quelques mois plus tard, Kéroman 3 est aussi terminé. La base de l'Orient devient la principale base de la côte atlantique.
L'Europe conquise. Hitler crée un rempart de béton et d'acier, de Biarritz à la Norvège, qu'on appelle le mur de l'Atlantique. L'Orient est la pièce maîtresse du dispositif. De là partent les sous-marins qui ont pour mission de couler tous les navires, ravitaillant l'Angleterre en munitions, nourriture, carburant, élément essentiel de la bataille contre les nazis. Churchill l'a bien compris, la victoire de la guerre passera par l'anéantissement des villes abritant des sous-marins. En janvier 1943, il donne l'ordre de commencer cette opération par l'Orient, avec les moyens les plus puissants. Face à la violence des bombardements, les Lorientais ont quitté la ville. Suite au débarquement, les combats seront acharnés dans la poche de l'Orient. 400 blocos ont été construits pour défendre la base, ce qui rend la progression des Alliés difficile dans la rade. Par manque de matériaux, l'immense bloc Kéromans 4 ne sera jamais terminé. Après 9 mois de siège, la poche de l'Orient se rend le 10 mai 1945, 2 jours après la signature de l'armistice. La ville est détruite. La ville est rasée. L'Orient n'existe plus. C'est parti, la vidéo se lance. La voile Imbis descend et la pression est à son comble. Faut réagir immédiatement, car on a exactement 2 minutes et 31 secondes pour déployer la seconde voile en dessous de la première, alors qu'on n'y voit pas grand chose. Les gens la réceptionnent, l'attendent. Dans les talkies, on entend « Tout est ok côté présidentiel »,« Tout est ok côté honneur »,« En haut c'est ok ». Et là, en même temps, les 60 personnes qui tiennent les 2 voiles lâchent la première pour dévoiler la seconde qui est en dessous en 4 secondes seulement. Le timing est parfait, le stade applaudit. La pyro se lance 9 secondes plus tard avec des clignots et des pots de fumée pour rappeler les bombardements. Le rendu est incroyable, au-delà de nos espérances. Tout le stade applaudit de nouveau. Quelle fierté, quel pied, on a eu l'effet wow qu'on espérait. Après cette énorme réussite, pas le temps de nous reposer sur nos lauriers. Le derby contre la grisaille a lieu dans 3 semaines et tout reste à faire pour le dernier acte de notre projet. Il est temps maintenant d'illustrer la renaissance de notre ville et de lui rendre hommage à travers, là encore, un double tifo. Première étape, une voile sur la tribune sud représentant l'Orient aujourd'hui. Deuxième étape, une bâche verticale de 4,50 m de hauteur et 80 m de longueur avec la devise « Ab Oriente Refulget » avec des airsmoke couleur orange. On reprend le traçage 3 jours après Lyon. On n'a plus qu'une semaine pour tout boucler, c'est chaud. Ce sera terminé in extremis le jour même du début de l'assemblage. Lorsqu'on descotche la voile, on garde ce qui doit rester pour le 3e acte, à savoir l'hôtel Gabriel à gauche et la chambre de commerce à droite. On se rend compte qu'il y a un trou d'environ 10 mètres de longueur et 2 mètres de largeur dans la bâche agricole qui sert de base au tifo. Il faut donc réparer, mais ça aurait pu être pire. On attaque ensuite l'assemblage. On place les bandes, on découpe, on scotche et on avance bien. La mobilisation n'est pas incroyable, mais les gens bossent dur et le fait d'arriver au bout nous motive. Tout comme l'espoir de ne pas terminer l'assemblage au petit matin lors de la dernière soirée.
La voile est aussi plus simple à assembler. Il y a un peu moins de détails à découper, hormis les échasses ou les halles de Merville dont la fresque nous fait bien galérer. Les gens ont pris le coup de main et globalement, tout se passe sans accroc, ça fait du bien. Le jeudi, lors d'une deuxième réunion qui dure 1h15 au lieu des 15 minutes prévues, on se rend compte qu'on n'a pas l'apéro pour le bouquet final. Le mec qui devait gérer la commande ne l'a pas reçu. Résultat, on est à 2 jours et demi du match et on n'a pas notre clou du spectacle. C'est la merde. Le mec qui s'occupait de la commande se tape donc un aller-retour avec sa mère jusqu'à Metz pour récupérer des Air Smoke le vendredi à 23h30 et rentrer à Lorient le samedi après-midi. Un grand merci à cette conductrice en or. On n'aura pas la couleur orange prévue initialement car elle n'était pas dispo. On passe alors sur du jaune et blanc, faut s'adapter. Dimanche, c'est le jour du match. L'adversaire fait qu'on est hyper nombreux à la mise en place. Tout se fait très bien. Lors du briefing, pas moins de 130 personnes sont installées à un poste. Tout est prêt. Dernier match, dernière expo. On renouvelle l'expo avec des grilles et cette fois, on parle de la reconstruction à nos jours. On agrémente l'ensemble avec des photos de la ville prises par des photographes locaux, histoire de mettre le patrimoine et leur taf en avant. Une belle réussite. Après ce chaos, Lorient est enfin libre, mais la ville est détruite à 95%. Comment refaire une ville sur ce champ de ruines ? Pour loger la population exilée, l'habitat provisoire s'organise autour des baraques. Les Lorientais retrouvent un semblant de vie d'avant. Logement, commerce, tout s'organise autour de ce nouveau mode de vie provisoire, en attendant la reconstruction qui durera plus longtemps que prévu. Georges Toury, en charge de la reconstruction, propose plusieurs plans. Déplacer la ville à l'Armor-Plage pour laisser place à l'expansion de l'Arsenal, hors de question pour les Lorientais. Après de nombreux débats et concertations, le cœur de la ville ne sera finalement déplacé que de quelques mètres afin de s'orienter autour de la place Jules Ferry. On va donner à la ville un nouveau visage. Partant d'une feuille quasiment blanche, les architectes et urbanistes dessinent une ville à l'architecture moderne et avant-gardiste. De 1950 à 1960, les Lorientais découvrent leur nouveau cadre de vie. L'église s'installe à la place Alsace-Lorraine. Les bâtiments administratifs s'articulent autour du parc Jules Ferry. Le Palladium permet d'accueillir à nouveau de grands événements. Les halles de Merville sont construites avec un style innovant, moderne et futuriste. Au fil des années, Lorient retrouve sa lumière et son dynamisme. En 1970, Paulig Montjarret crée le Festival interceltique, faisant rayonner la ville à l'international et qui accueille aujourd'hui 900 000 personnes sur 10 jours. La base de quai Roman, récupérée par la marine à la sortie de la guerre, décline petit à petit, au fil de l'évolution technique et nucléaire des sous-marins. L'espace est redonné à la ville de Lorient en 2001. Mais que faire de cet imposant ensemble militaire ? On construit la cité de la voile Éric Tabarly et d'importantes infrastructures afin de développer le 6e port de la ville. De nombreux skippers y posent leurs valises. Lorient devient en quelques années le premier pôle européen de course au large. Enfin, le cœur de la ville bat en son centre, ici au Moustoir,
Accueillons les générations de Lorientais tous les 15 jours depuis 1926 afin de pousser les Merlus à la victoire. Ce soir, comme depuis 98 ans, toutes et tous, nous ferons rugir notre passion pour ce club et cette cité. Lorient revit. Lorient rayonne. Aboriente refulget. L'anime commence à 12h52 très précisément pour que les joueurs puissent entrer sur le terrain pendant que la voile est déployée. C'est pas le moment de se planter. La vidéo commence, on balance la voile à 12h53 et 18 secondes. C'est magnifique. Les joueurs entrent à 12h56 comme prévu. 20 secondes plus tard, on lâche la voile. Il nous reste 1 minute et 15 secondes pour la faire descendre, la pousser contre le mur, lever la bâche scotchée sur 28 mâts et lancer le bouquet final. Aboriente refulget porte très bien son nom. Le ton est donné, l'enchaînement est parfait, le rendu est génial. Le projet Lorient en 3 temps se conclut de la plus belle des manières. Lorient, c'est des images, mais c'est également des sons. Comment ne pas évoquer ces notes et cette acoustique que l'on aime tant? Que ce soit les mouettes et autres goélands qui s'égosillent à celui des haubans claquant sur les mâts des bateaux, les sonorités de notre cité aux 6 ports nous font remémorer ces souvenirs qui nous sont chers. J'ai toujours entendu parler de la Seconde Guerre mondiale par mes grands-parents. Leur adolescence, l'alarme des bombardements, la libération. J'ai toujours eu une oreille bien plus attentive à leur côté qu'à l'école. Les ambiances festives de la place Paulig et du parc Jules Ferry, la tranquillité du jardin de l'hôtel Gabriel, ou encore cette ferveur sportive, font battre le cœur de cette cité si paisible. C'est quand on quitte sa ville un temps qu'on se rend compte de la chance que l'on a d'y vivre, et on y revient aussi vite que possible. Lorient est une ville à taille humaine, qui offre un cadre de vie exceptionnel. On est entouré de plages, de forêts, et on n'a rien à envier aux grandes villes en termes de vie culturelle, économique et bien sûr nocturne. De tout temps, Lorient s'est fait remarquer par sa modernité, son dynamisme, sa convivialité et ses festivités. J'aime ma ville parce que je connais son histoire, parce qu'elle rayonne et me rend fier, et parce que j'aime mes frères lorientais. Lorient, c'est notre ville, qu'on a appris à aimer, découvrir au fil des années. Ce lien si précieux qui nous provient du même club, qu'on supporte tous depuis tout petit, le FCL. Cette entité qui nous a fait passer par toutes les émotions existantes, qui nous a permis de faire de magnifiques rencontres, et qui nous a permis de développer notre amour de toujours, N-Orient. Quand tu vas au stade, que ce soit au Moustoir ou à l'extérieur, tu viens pour représenter ton groupe, ton club et ta ville. On le retrouve sur nos animations, sur notre matos et de manière générale dans le quotidien de notre association. Il faut faire perdurer cela dans les générations futures, être fier de cet héritage et ce malgré les difficultés rencontrées. Continue de chanter pour l'amour de Lorient. Voilà, c'est la fin d'un projet de dingue.
Il se sera passé 9 mois entre le lancement du projet et sa réalisation finale. Les premières idées, le choix des musiques, le mixage des bandes son, l'écriture des textes, l'enregistrement de la voix off, les montages vidéo, les réunions en visio, l'organisation des expos photos en coursive, l'élaboration des maquettes, la réalisation des voiles, les mises en place, la création de l'affiche du match, la réalisation de ce documentaire, tout a été exclusivement fait et autofinancé par le groupe. 9 mois de stress et d'idées folles qui nous auront souvent fait transpirer et passer quelques nuits très courtes pour arriver au bout. Des centaines d'heures de travail en amont de la réalisation des voiles auront été nécessaires pour rendre nos animations au stade unique et inédite. Créer une atmosphère dans le stade pour dévoiler nos animations, c'était notre objectif. Et quand on voit la réaction du public, le silence dans le stade pendant les bandes-son, on peut dire qu'on a réussi. Tout ça n'aurait pu être réalisé sans la participation de tous ceux qui ont investi du temps et de l'énergie, parfois en mettant une partie de leur vie entre parenthèses. C'est ça être ultra. Et quelle fierté au bout. C'était l'histoire de Lorient, un projet imaginé, créé et raconté par les Merlus Ultra.